Donc, pour nous aider à réfléchir à ces nouveaux modèles d'agences événementielles et à l'impact que ces nouveaux modèles ont sur leurs clients, je vous demande d'accueillir, pour commencer, Béatrice de Cambolas, directrice générale de Denise en Australie. On peut l'encourager, oui, oui. Franck Louvrier, président de Publicis Events et vice-président de Publicis Consultants. Voilà. Franck à côté. Philippe Graziani, fondateur de Lemon Chic by P1. P1, pardon, Lemon Chic by P1. Amaury Laurentin, qui est un peu notre observateur. Amaury Laurentin, qui est directeur général adjoint de Limelight Consulting, donc, qui va nous livrer quelques éléments d'une enquête sur les agences de communication événementielle. Par vidéo tout à l'heure, alors vous l'avez vu peut-être par rapport au programme, il y a eu quelques petits changements. Agnès Benveniste, qui est la directrice générale adjointe de CWT Meetings and Events, a un empêchement et une jambe dans le plâtre, donc bien évidemment c'était très compliqué pour elle d'arriver jusque-là. Et Bertrand Biard a été personnellement touché par les derniers événements et donc se devait d'être absent cet après-midi. Bien évidemment, mais on a fait un enregistrement hier soir et donc on l'entendra pendant une dizaine de petites minutes juste après la présentation d'Amaury. Bonjour Amaury, merci d'être avec nous. Donc présentez-nous Limelight avant de rentrer dans le cœur du sujet et de l'étude que vous avez menée. C'est qui Limelight ? Alors Limelight, on est un institut d'études spécialisé sur les cibles B2B avec une forte expertise des métiers du service et notamment des métiers de la communication. Ça fait maintenant 14 ans qu'on réalise un baromètre sur les métiers de la communication où on interroge les annonceurs sur où se situent les attentes, les besoins, les forces et les faiblesses des différents acteurs de la communication. Et donc là, l'idée, c'est de vous présenter quelques éléments issus de l'étude de cette année qui a été réalisée en juillet de cette année et où on a interrogé plus de 1400 annonceurs, dont 150 clients d'agences d'événements et une trentaine d'annonceurs en face à face sur des éléments qualitatifs, sur globalement quels sont les grands enjeux aujourd'hui vus au prisme de leurs enjeux de transformation. Alors, donc on partit la petite Limelight. Voilà, Amaury. Ça va arriver. Donc elle date de juillet 2015. Juillet 2015. Donc rapidement, en termes de méthodologie, on a 32 entretiens avec des annonceurs décisionnaires. L'idée, c'est de tirer tout secteur d'activité et ensuite 1427 répondants sur la partie quantitative, donc c'est 776 entreprises différentes représentées et il y a 522 décisionnaires qui répondent à cette étude, dont encore une fois dans ces 1427 répondants, 150 clients d'agences d'événements. On essaie d'être représentatif du top 100 annonceurs, des 100 premiers annonceurs qui investissent le plus aujourd'hui en France. Donc rapidement, cette citation qui globalement exprime bien aujourd'hui ce qu'ont les annonceurs derrière la tête, c'est que globalement la complexité de l'offre des agences est le reflet de la complexité des besoins aujourd'hui. Donc il faut plus de clarté pour s'orienter dans la multitude des offres. Voilà, on nous dit qu'il faut être plus court, plus percutant, plus précis. Voilà, on nous raconte ils sont tous 360, mais ils oublient de dire qui ils sont. Il faut être plus simple, plus pragmatique et plus spécifique parce qu'on nous dit voilà, le jeu des agences c'est de s'emparer de tous les thèmes à la mode, la data, l'expérience client, l'innovation et en tant qu'annonceur on ne sait pas déterminer la valeur des différences qu'ils proposent. Donc comment on est plus compréhensible et accessible avec cette citation d'un annonceur qui nous dit voilà, j'aurai l'obsession de la simplicité sans mots compliqués en les rendant accessibles parce que ça permet de désacraliser les choses. Donc tout ça nous amène en quanti à demander globalement aux différents clients d'agence quelles sont les expertises que votre agence maîtrise. Donc en colonne, vous avez les différentes agences, les agences de pub, de customer, de digital, de corporate, de médias et d'événementiel. Et ensuite, sur différentes expertises, on leur a demandé ce que les agences maîtrisaient. Ce qui est assez intéressant, on voit sur la colonne événementielle, voilà, on voit que les agences d'événements ont une maîtrise sur la conception d'outils digitaux, sur le marketing et la com mobile, sur la production de contenu, sur l'e-réputation et sur le social media. Ce qui est intéressant de remarquer là vis-à-vis des autres acteurs de la com, c'est que si on prend notamment la production de contenu, le contenu il est revendiqué par tout le monde. Donc derrière, c'est quelle différence je fais en tant qu'agence d'événements sur ce fameux contenu.
Alors, excusez-moi, juste une petite précision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 26% des annonceurs interrogés reconnaissent que leurs événementiels maîtrisent les concepts audits digitaux. C'est ça? Donc ça veut dire qu'il y en a 74 autres qui pensent que ça ne fait pas partie de leur corps de métier. Ça ne fait pas partie de leur corps de métier. On est d'accord. Exactement. Donc du coup, derrière, c'est quelle histoire je raconte et comment j'amène ces expertises repartant de mon ADN de base. Donc ça veut dire derrière donner des repères sur les expertises et la façon de les exploiter. Voilà, on nous dit tout d'abord pour les généralistes, comment on a une réponse à des besoins plus qu'un listing d'expertise. Hein. Voilà, je n'essaierai pas de démontrer les méandres de mon organisation. Je raisonnerai par besoin, par pôle d'usage, quitte à ce que ce soit très simple, mais pas 27 pôles et 52 métiers. Et ça, quelle que soit la complexité de l'expertise. On nous dit le mobile, la data, je ne les mettrai pas dans des pôles, mais dans la transversalité, puisque la data, c'est un enjeu transverse au même titre que le planning stratégique. À l'inverse, pour les agences très spécialisées, c'est la preuve de l'expertise, mais surtout une patte et une approche distinctive. Voilà, on nous dit si elle est experte du mobile, je ne m'attends pas à ce qu'elle me déroule tout ce qu'elle a fait sur le mobile, j'attends plutôt un angle d'attaque différent, une sous-thématique, une sous-méthodo. On parle d'agences expertes du mobile, mais c'est exactement la même chose pour les agences expertes de l'événementiel. On nous dit aussi sur le digital, l'expertise est clé. Ça s'adresse aussi aux agences d'événements. Globalement, à un moment donné, l'expertise d'événements, quand je viens travailler avec une agence d'événements, elle est fondamentale. Donc, je n'ai pas besoin d'être rassuré là-dessus. Derrière, c'est quel angle d'attaque et quelle histoire je raconte sur le marché. D'ailleurs, quand on va en quanti, demander aux clients quels sont les 3 critères à rémunérer quand on travaille avec une agence, voilà, il n'y a pas photo. Les clients pensent qu'il faut rémunérer ce que nous on appelle le sync. Hein. Si on fait le focus sur les agences d'événements, on est sur la création, l'innovation et la capacité d'intégration. Alors, je n'ai pas mis la slide puisqu'on leur a posé aussi la question de qu'est-ce qui avait plus d'importance au quotidien pour eux. Ce qui blesse, c'est que globalement, on veut rémunérer la création, l'innovation et la capacité d'intégration, mais au quotidien, ce qui a le plus d'importance, c'est l'opérationnel. Donc, à un moment donné, comment je me permets de remonter en valeur ? Et ça, en fait, ça nécessite une réorganisation des talents et des ressources. Faut avoir une vision stratégique globale. Hein. Il faut que l'agence ait la compréhension globale et propose une solution globale à un problème avec des expertises soit maison, soit tierces. Donc ça renvoie à l'intégration des expertises quand on est une agence d'événements et comment on est à la fois sur du très stratégique et du tactique. Et derrière, c'est la capacité à piloter via des experts. On nous dit qu'il faut qu'il y ait un porte-de-parole de marque qui arrive à mailler l'ensemble des services qui permettent d'optimiser la communication. En un mot, ce sont des intégrateurs. On pourrait même parler de chefs d'orchestre. Et ça, d'ailleurs, c'est une conviction qui est déjà expérimentée par les annonceurs, puisque eux-mêmes nous disent on a nous aussi besoin en interne de bons généralistes, de gens capables d'appréhender les problématiques diverses avec des experts en externe, des gens souples d'esprit et de compétences, plutôt que des experts sur un sujet en particulier. Donc voilà, cette notion de chef d'orchestre, je pense que c'est un enjeu demain et une réflexion à mener. Au final, au bout du bout, c'est la vision intégrée qui doit prendre le pas sur l'intégration des expertises. Donc c'est une remontée en valeur, c'est comment on vend l'intelligence et la capacité à dire qu'on sait s'entourer des meilleurs prestataires pour faire un tandem gagnant. Et ça, je pense que c'est vraiment la valeur ajoutée demain des agences, tout métier confondu, et avec globalement aussi un recentrage sur les objectifs. Voilà, on nous dit le fameux 360, en fait, c'est des silos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment consolider, comment tout ça va devenir un tout avec de la cohérence dans les métiers de la com et les métiers du commerce, puisqu'aujourd'hui, tout est fusionné. Donc voilà, on va globalement vers une séparation du sync et du do, une séparation de l'opérationnel et une garantie suffisante que l'opérationnel suivra selon les inflexions de la stratégie. Et voilà, j'attends de mes partenaires agences qu'ils m'aident à identifier les bonnes ressources. Un petit focus juste quanti sur le marché de l'événementiel. On est allé leur demander globalement à ces 150 clients d'agences d'événements c'est quoi la valeur ajoutée d'un événement par rapport à d'autres expertises de com, quels sont les critères de choix. Avant tout, voilà, une spécificité du métier de l'événementiel par rapport à d'autres actions de communication, c'est cette dimension humaine et cette rencontre qu'aucun autre média aujourd'hui est capable d'apporter. L'image est très présente sur tout ce qui est grand public. Après, on nous parle de dynamique relationnelle et d'impact et d'efficacité, mais je trouve que cette dimension humaine et cette rencontre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui est aussi un axe de réflexion pour les agences.
Juste quand on leur demande du coup quelle place occupe l'événementiel dans les entreprises aujourd'hui, on l'a vu de par sa valeur ajoutée qui est la dimension humaine et la rencontre, l'événementiel a une place très importante dans l'entreprise pour 55% des répondants. On a quand même 34% de répondants qui mettent une note de 3, ce que nous on appelle le ventre mou globalement, qui sont pas convaincus. Donc l'enjeu c'est comment on les fait basculer. Oui, 3,6, ça donne des marges de progression quand même. C'est pas terrible comme note. C'est pas terrible. Non, mais ça donne de vraies marges de progression et maintenant c'est comment on embarque les clients dans cette dynamique. Juste pour finir, les critères de choix d'une agence d'événements, quand on leur demande quels sont les critères de choix, c'est avant tout la qualité d'exécution, puisqu'on est sur un métier de terrain. La bonne nouvelle, c'est la créativité. Et le troisième critère, c'est l'innovation. Et là, je pense qu'aussi, il y a des réflexions à mener sur l'innovation. Qu'est-ce qu'on met derrière l'innovation? Puisqu'aujourd'hui, l'innovation, globalement, permet de gagner des compètes, mais ce n'est pas forcément ce que les clients rémunèrent. Donc, du coup, qu'est-ce que je mets derrière l'innovation en tant qu'agence? À quoi je sers sur l'innovation quand je suis une agence d'événements? Voilà. Ce qui est intéressant là, c'est que, enfin, quelque part, les agences événementielles ont gagné le combat de la production. Ce n'était pas forcément évident il y a encore 5 ou 10 ans. Donc on est vraiment sur je trouve, moi à titre personnel, on en commentera après, mais voilà, 100% dans le domaine B2B, voilà, il y a une sorte de perfection qui est atteinte dans la capacité des agences à réaliser. En tout cas, c'est ce que nous disent les annonceurs. Derrière, il y a encore des marges de progression, que ce soit pour la créativité, il faut le dire, les annonceurs ont eu du mal à payer, et ont encore du mal à payer, même si 69%, je le trouve très ambitieux, mais bon, c'est un critère de choix, hein. C'est pas ce qu'ils c'est pas ce qu'ils vont rémunérer demain. Enfin, c'est pas ce qu'ils reconnaissaient idéalement d'une agence événementielle, mais c'est intéressant de remarquer que voilà, c'est plutôt intéressant. Et l'innovation, bon, ça, c'est. On voit le basculement, mais encore une fois, je pense que le critère le plus important, c'est l'innovation. Qu'est-ce que je dois raconter là-dessus? Donc voilà un peu ce que je voulais vous raconter sur quelques éléments de l'étude, avec pour finir. Si on regarde, on a demandé globalement, on demande aux clients des agences de noter de 1 à 5 sur différents critères, ce qui nous permet un peu de sortir les forces et les faiblesses du marché. Donc voilà, si on regarde les forces du marché de l'événement, c'est avant tout l'engagement et la réactivité des équipes, la compréhension du secteur et des enjeux, le respect des délais et des temps de production et la capacité à s'adapter à l'organisation. Donc après, ce qui est intéressant, là c'est une moyenne marché, ce qui est intéressant c'est d'aller regarder où moi je me positionne en tant qu'agence vis-à-vis de mes clients, et on voit que voilà, l'engagement et la réactivité dans le contexte actuel fait quand même partie des forces de beaucoup de partenaires aujourd'hui sur le marché. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Merci beaucoup Amaury de ces quelques tendances ces quelques tendances fortes de la compréhension de ce que veulent aujourd'hui un annonceur qui fait appel à une agence événementielle. Tout ça, bien évidemment, a une incidence sur le positionnement, sur l'offre des agences événementielles. Et là, on a 4 intervenants, alors 3 plus 1 qui est en vidéo et qu'on va les regarder tout de suite. Mais il y a vraiment une incidence, encore une fois, sur les positionnements des uns et des autres. On a 4 agences qui ont fait des choix différents. Et c'est aussi intéressant d'en discuter sur la manière dont ils abordent ces changements d'achat des acteurs événementiels et la manière dont ils se structurent en interne et dont ils structurent leur entreprise pour répondre à cette évolution des demandes. Alors, Bertrand Biard, donc, qui s'excuse de ne pas être parmi nous, nous a quand même laissé hier une vidéo. Enfin, on a fait un petit entretien improvisé dans le coin de la salle de conférence. Et donc, on va voir ce que lui, à la fois, il est président de l'ANAE, donc ça va lui permettre. Il a une petite vision, enfin une vision globale de la réflexion des agences, et il va nous en faire part. Et dans un deuxième temps, il va aussi nous donner le parti pris que Manifestory, l'agence qu'il a fondée et qu'il préside, enfin qu'il a cofondée et qu'il co-préside, pardon, a fait comme choix stratégique pour répondre encore une fois aux demandes des annonceurs. Bertrand Biard. Bertrand, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions en introduction de la table ronde. Les agences événementielles aujourd'hui réfléchissent. Elles réfléchissent à leur métier, elles réfléchissent à leur activité, à leur offre. Il y a plusieurs options qui se présentent. La table ronde est là justement pour lister ces options et les expliquer. Est-ce que, d'abord, revenons un peu sur la réflexion des agences. Est-ce que vous, aujourd'hui, pourquoi les agences réfléchissent autant à leur positionnement, à leur modèle, et est-ce que vous le ressentez aussi dans le métier ?
Alors c'est une question qui n'est pas non plus toute neuve, parce que ça fait longtemps que nos agences se reposent régulièrement la question de savoir comment est-ce qu'elles vont évoluer, comment est-ce qu'elles doivent évoluer. C'est inhérent à toute structure humaine, et surtout dans les métiers de la communication. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, nos agences se trouvent confrontées à différentes évolutions de leur paradigme. La première évolution majeure, c'est celle de la concurrence, puisque l'événementialisation de la communication, ce qu'on appelait avant la communication événementielle, donc qui est le fait de faire vivre de l'expérience à des utilisateurs, elle devient extrêmement importante dans les stratégies de communication d'entreprise. Donc tout le monde s'intéresse à cette événementialisation et de fait, de plus en plus d'acteurs, que ce soit d'autres agences, d'autres secteurs, les grands groupes de communication publicitaire, mais aussi des prestataires, mais aussi des clients en direct, s'organisent, se structurent pour avoir des offres de plus en plus pertinentes dans ce rapport humain entre les individus, les marques, les clients, les citoyens. Donc c'est quelque chose qui est un paysage forcément compliqué quand on a une agence de communication événementielle de voir d'autres acteurs arriver avec beaucoup d'ambition sur ce secteur-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on vit un univers complexe économiquement, financièrement, où de plus en plus nos agences sont confrontées à des baisses de marge, à des coûts d'appel d'offres qui deviennent de plus en plus importants, même si on essaye avec les associations, la ACC, l'Union des annonceurs et d'autres, et notamment l'ANAE qui va bientôt s'appeler l'événement, mais qui représente les agences de communication événementielle. On essaye de, si ce n'est légiférer, en tout cas édicter des bonnes pratiques et les partager. Néanmoins, on voit que sur les appels d'offres, il y a toujours entre 4, 5, 6, quelquefois 10. En ce moment, pas plus tard qu'hier, j'apprenais qu'il y avait un appel d'offres de référencement à 40 agences en compétition. Donc c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Donc des marges qui baissent parce que les clients veulent limiter leurs coûts et en même temps des coûts d'investissement préalables qui sont colossaux. Donc concurrence accrue, des coûts d'appels d'offres et de newbies qui deviennent de plus en plus onéreux. Donc nos agences ont des problèmes économiques, structurels qu'il faut forcément pouvoir compenser par des nouvelles ouvertures, des nouveaux appels d'air sur le marché et sur le secteur. Donc ça, c'est, je dirais, une des premières séries de conditions qui font qu'on se pose la question de comment faire ce métier différemment ou en tout cas avec plus d'espérance de développement. Est-ce que les clients, vos clients aujourd'hui vont s'y retrouver parce que les options prises par les uns et par les autres, par les unes et par les autres sont très différentes? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une diffusion de ce qu'est enfin plutôt une dissolution de ce qu'est vraiment une agence événementielle aujourd'hui, avec les différentes options qui s'offrent, qui commencent à naître, la production d'événements propriétaires, certains y adjoignent l'offre digitale. Enfin, voilà. Est-ce que vous ne risquez pas de perdre un peu de votre identité événementielle à force d'aller sur d'autres types d'activités ? Je crois qu'il y a un ADN qui restera toujours le même, qui est qu'une agence de communication événementielle, c'est une agence qui est capable de concevoir, de créer et de développer ce qu'est sa création. Donc ça, c'est en soi assez original, même si beaucoup d'acteurs interviennent sur ce marché-là aujourd'hui, il y a quand même un savoir-faire, il y a certainement des prérequis assez forts et qui resteront en tout cas notre priorité et nos fondements pour encore de nombreuses années. Donc on garde notre essence, conception, création et production. L'autre question, c'est effectivement ce que dans ta question tu sous-entends, qui est quel secteur ces agences décident d'investiguer. Il y en a deux majoritairement, tu les as identifiés. Le premier, c'est l'international. Pourquoi ? Parce que sur un marché qui devient étroit, on cherche forcément des voies de diversification sur d'autres marchés. Nos clients deviennent de plus en plus internationaux, mondiaux, minimum européens. Donc être capable de les accompagner dans des stratégies plus globales et sur des territoires plus élevés. Donc ça, c'est une première approche. Et la deuxième, mais on continue à faire le même métier quand on fait ça. Et la deuxième approche, c'est effectivement l'événement propriétaire qui là a un intérêt assez vite vertueux, bien sûr pour les agences, mais aussi pour les clients, puisque le constat, c'est juste de dire aujourd'hui, dans tout ce que j'évoquais, dans la difficulté des appels d'offres, dans la complexité de ce secteur-là, dans son fonctionnement, on se retrouve assez souvent, quand on est en appel d'offres, à ne pas essayer de gagner avec le meilleur projet, mais d'essayer de ne pas perdre avec le moins refusable. C'est terrible de dire ça, mais en même temps, on s'aperçoit que depuis quelques années maintenant, on essaye de ne pas perdre, et pour ne pas perdre, on présente aux clients ce qui est le plus acceptable. Et le plus acceptable, c'est pas forcément la meilleure idée, la meilleure opération, le meilleur dispositif dont ils auraient besoin, mais celui qui ne fera pas de vagues, rentrera dans les clous budgétaires et sera acceptable. Alors, bien évidemment, pour autant, on essaye de rester fier de tout ce qu'on produit, mais c'est quand même tirer un petit peu vers le bas notre création, tirer un petit peu vers le bas notre production, et ça, c'est pas quelque chose qui est satisfaisant. Quand on parle d'événements propriétaires, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on va aller chercher dans
dans l'univers, dans l'environnement extérieur. Et en tout cas, c'est ce qu'on fait nous chez Manifestory, des écosystèmes, des communautés, des gens qui ont envie de partager des sujets d'intérêt, des gens qui ont envie de partager des conversations. Et on imagine pour eux comment est-ce qu'on peut produire et concevoir l'environnement de ces événements ou de ces sujets de conversation ou de ces occasions de communiquer. Donc, on a le sujet, on a les gens identifiés, les populations identifiées, et ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a conçu ces événements-là, on va voir des marques pour leur permettre d'être acteurs de ces événements. Mais simplement, on ne les fait pas venir en tant qu'annonceurs exclusifs qui commandent une opération, on leur propose de venir apporter leur pierre à l'édifice d'une opération plus globale. Donc ils viennent avec leurs outils, avec leur content, ce fameux brand content dont on parle beaucoup, ils viennent le mettre en scène avec d'autres. Donc ils prennent moins de risques, ils prennent moins de risques financiers, ils prennent moins de risques sur les contenus. Donc c'est quelque chose qui est assez vite profitable. Et pour ce qui est du public final, pour ce qui est des gens qu'on invite à ces événements-là, ils vont retrouver un dispositif plus global puisque plusieurs marques viendront. Et le fait qu'il y ait plusieurs marques oblige chacune de ces marques-là à être beaucoup plus engagées. Quand je suis organisateur de mon propre événement, je fais un petit peu ce que j'ai envie de faire et j'espère que ça va plaire à mon public. Quand je suis confronté à d'autres marques, d'autres secteurs qui viennent parler du même sujet sur le même territoire que moi, ça m'oblige à un devoir d'excellence, donc ça monte vers le haut, plutôt au global, l'ensemble des actions de communication. Alors justement, merci de revenir sur la Love Run. Est-ce que donc l'événement propriétaire cher à Manifestory, est-ce que tu peux nous décrire ce que ça apporte à l'offre de ton agence et le bilan que tu en tires après déjà une édition, je crois, en France et bientôt en Chine? Je vais profiter du fait d'avoir le micro et pas d'autres interlocuteurs pour l'instant autour de moi pour parler de deux événements, si tu le permets. Bien sûr, la Love Run, mais juste avant, parler d'un événement qui est plus compliqué à monter, mais à mon sens aussi plus audacieux, c'est le Big Bang de l'apprentissage. On a décidé chez Manifestory de créer un nouvel événement pour parler de l'apprentissage en France. Aujourd'hui, les politiques en parlent, les entreprises en parlent, mais peu de gens font grand-chose et aujourd'hui les apprentis, ils ont du mal à s'engager dans cette filière, les parents ne veulent pas avoir les gamins, donc on a décidé de créer le Big Bang de l'apprentissage. Ça va être un événement d'un New Look, c'est pas un salon, c'est pas un forum, c'est pas un festival, c'est un peu de tout ça à la fois, ce sera au 104 en février et là on propose à des marques, à des CFA, à des filières employeurs, à des marques employeurs, à n'importe quelle personne qui a envie aujourd'hui de parler de cet apprentissage et aussi à des politiques, de venir et de rencontrer les gamins. Et la programmation sera faite pour les gamins, par les gamins, c'est les CFA qui produiront les différentes maillons de la chaîne avec nous. Donc c'est vraiment un événement assez original, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est effectivement la Love Run. Donc la Love Run, course autour de l'amour, c'est plus qu'une course, c'est aussi un festival, c'est qu'on imagine assez aisément tout ce qu'il peut y avoir autour de cette notion de l'amour, sujet qui est éminemment fédérateur par les temps qui courent. Les gens vont courir, joints par le poignet parce qu'il fallait un artifice un peu original, donc ils vont courir à deux. C'est une course très courte, mais autour de ça, il y a tout un festival d'animation. Pareil, les marques viennent porter les valeurs de l'amour, donc c'est quelque chose qui est assez facile à nourrir pour chacune d'entre elles. Et surtout, cette marque-là, on l'a créée en France pour la Saint-Valentin l'année dernière, on l'a reproduit cette année, et on s'est dit que ce marché-là français est intéressant, mais il est forcément limité. Donc créer un événement propriétaire comme celui-là, ça a vocation à être développé à l'international. Quand on est Manifestory, on n'a pas une implantation partout dans le monde, donc c'est pas forcément évident de pouvoir se dire on pousse la marque comme ça. Donc en l'occurrence, on a décidé de la produire, de la concevoir et de la produire en France. On est en train de monter Manifestory Chine, donc ça y est, c'est lancé, et du coup on la produira également en Chine avec des partenaires locaux. Mais on va aussi la développer dans d'autres pays, puisqu'on a une demande de Sydney, on a une demande de Genève, on a une demande de Rio, on a une demande de Porto au Portugal, et d'autres pays qui vont venir derrière. Et pour ça, on va travailler en licence. Donc on a rencontré des agences dans chacun de ces secteurs-là, et on leur dit vous avez envie de créer des événements propriétaires, ils ne vont pas être propriétaires, ils vont être copropriétaires ou licenciés. On leur donne la licence, on leur fournit des guidelines et ils vont produire. Et pour nous, c'est un système qui économiquement est avantageux puisqu'on fournit toute une assistance, beaucoup de sujets en amont, beaucoup d'assistance pendant l'événement, beaucoup de conseils, on partage des partenaires, mais on encaisse des royalties. Donc c'est un système économique qui est nouveau pour les agences et qui est extrêmement vertueux, en tout cas je nous le souhaite. Donc sans doute 5 ou 6 villes dès 2016 et puis 20 ou 30 dans les années à venir. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Bertrand. À très bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Voilà, une option prise par une agence événementielle. Au préalable, je voulais remercier beaucoup les équipes de ViewOn qui a réagi au quart de tour hier quand il a fallu tourner sur Event cette petite vidéo à vous proposer. Donc voilà, une agence événementielle qui a fait le choix de produire ces événements, de devenir un producteur avec tout ce que ça engage comme risque et comme investissement. Avec, il est très très optimiste, avec des espoirs de retour qui sont grands. Et par ailleurs aussi, j'ai trouvé intéressant tout l'ensemble de son développement sur la manière de capter ces clients entreprises pour lesquels
il réalisait traditionnellement, enfin des événements dits traditionnels, et de la manière dont il va aussi pouvoir tirer profit de ces événements propriétaires dans l'activation des marques qui vont pouvoir accompagner et être partenaires de ces deux événements-là. Donc là, il y a un choix, voilà, un premier choix, on en discutera tout à l'heure tous ensemble. Béatrice, on va continuer avec vous. Donc vous êtes directrice, bonjour, directrice générale de Denise en Australie. Un petit mot sur Denise en Australie, parce que c'est une marque nouvelle, mais à la fois qui a une grande histoire. Expliquez-nous un petit peu. Voilà, c'est exactement cela. Denise en Australie, c'est le nouveau nom de l'agence Denis & Co, qui fête cette année ses 30 ans. Donc effectivement, on est une jeune, ancienne agence. Gérard Denis, fondateur de Denis en Australie, m'a passé la main il y a 1 an. Et je suis arrivée, après des vies dans des grands groupes de communication, voilà, pour réveiller cette belle endormie et justement réfléchir à ce positionnement d'agence qui était très prod, très log. Et de par mon tropisme qui est plutôt vers les contenus, puisque j'étais journaliste il y a très longtemps, mais ça laisse des marques, j'ai vraiment envie de faire de cette agence Denise en Australie l'auteur de vos sagas événementielles. Donc c'est notre signature, auteur évidemment avec un E. Parce que quitte à pousser la touche féminine, autant la pousser jusqu'au bout. Et je trouve aussi que c'est un regard un peu nouveau sur le marché, voilà, que de revendiquer la quintessence de ce que peut apporter des regards féminins. C'est-à-dire cette précision, peut-être aussi cette écoute un peu différente. Et en tout cas, cette volonté de toujours bien faire. Alors, quels sont les choix stratégiques, le positionnement que vous avez et que vous allez adopter qui fait l'essence même de la marque aujourd'hui? Vous n'avez pas précisé, mais vous appartenez au groupe Australie. Hein. Oui, alors c'est tout le charme de Denise en Australie. Donc on appartient depuis 3 ans au groupe Australie, donc au groupe de communication publicitaire, hein, même s'il y a une offre édition et une offre identité visuelle au sein de ce groupe de publicité indépendant, un des derniers du marché. L'idée n'est pas tout de suite d'aller vers des événements marketing. Hein. Denis & Co était une agence corporate et je souhaite qu'on continue sur ce chemin-là parce que pour moi, les événementiels corporate ont encore de beaux jours devant eux et plein de développements intéressants à faire sur l'accompagnement et la formalisation des contenus. Toujours est-il que voilà, l'avantage d'être chez Australie, c'est d'avoir dans les étages en dessous, une très grande proximité avec des gens qui réfléchissent aussi sur l'évolution du marché de la publicité et qui parlent de plus en plus de contenu et de raconter des histoires au-delà de lancer des produits. Donc une réflexion plus dans le long terme qui nous va bien et du coup on travaille ensemble avec des regards très différents et on travaille très facilement, c'est l'avantage des groupes à taille humaine aussi. Sur une autre façon, effectivement, d'appréhender les problématiques clients. Et très souvent, je sollicite les directeurs artistiques et les directeurs de création pub pour réfléchir à des sujets super corporate. Et il en sort des choses assez détonnantes. Donc voilà, l'avantage d'être dans un groupe publicitaire, c'est de pouvoir entrechoquer les regards et les compétences et de régénérer un petit peu voilà, la pensée, l'idée, la création sur nos sujets comme sur les leurs. Donc si je résume et si je synthétise, donc une spécialisation, voire une hyper spécialisation sur le corporate ou la com interne? Sur le corporate, le contenu, on est vraiment de plus en plus présent, très en amont chez nos clients sur la formalisation de leur message. Et du coup, donc du conseil, là, pur conseil. Du temps homme, quoi. C'est du temps homme, c'est ce qu'on sait faire. Moi, quand je suis arrivée chez Australie, j'ai décidé de monter un planning stratégique. On est une quinzaine, il y a 3 personnes, donc il est presque hypertrophié par rapport au reste des équipes, mais c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on rencontre d'abord des gens qui nous posent des problématiques et qui nous racontent leur histoire, qui ont déjà plein d'expériences passées, et ils recherchent justement ce regard un peu différent, ce regard voilà, que l'on peut et cet échange que l'on peut avoir avec nous, et donc on a une offre d'accompagnement en com interne qui se déploie et qui se détend à l'année, et qui s'incarne de temps en temps par des événements, mais pas systématiquement. Voilà. Donc la com interne, cette dimension de conseil, d'accompagnement, de formalisation, d'écriture, hein, puisqu'on va jusqu'à écrire des messages qui ne sont pas forcément dispensés lors d'événements. C'est quelque chose que l'on fait en interne et que je continue voilà, de muscler au fur et à mesure que les mois passent. Vous restez, enfin en tout cas la partie événementielle, une petite structure, une structure à taille humaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un avenir à ces toutes petites, enfin, à ces petites structures par rapport aux gros mastodontes comme un Publicis par ailleurs à côté? Quel est un petit peu l'atout ou les atouts de la structure, de la petite structure que vous voulez rester, vous m'aviez dit? Ah oui, donc l'objectif, c'est très clair, c'est pas du tout c'est pas la course à la taille. Ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qu'on veut, et ça, on peut le faire aussi chez Australie, parce que contrairement à d'autres, on a un actionnaire familial, donc ça permet aussi d'être un petit peu plus détendu peut-être sur les choix que l'on opère. Et du coup, on vise la qualité plus que la quantité, et on cherche effectivement, et on a un peu de temps pour ça, et ça c'est précieux par les temps qui courent, on a un peu de temps pour déployer nos nouvelles idées. Donc on est une moyenne agence. Il y a aujourd'hui des structures événementielles extrêmement petites, fortes de 1, 2, 3 personnes parfois. Nous, on a une taille moyenne qui nous convient bien. Et si on doit grossir, c'est plus en allant chercher des compétences, effectivement, sur le conseil ou du planning stratégique digital, ce qui intervient déjà fréquemment à chaque fois sur nos réflexions, dans nos réflexions. Mais c'est vrai qu'on a la chance aussi de pouvoir puiser en interne, chez Australie. Et ça, c'est quand même merveilleux parce que en termes de coûts, c'est neutre. Et c'est très gratifiant pour tout le monde. Est-ce que le positionnement que vous avez adopté aujourd'hui en tout cas la montée en gamme que vous souhaitez imprimer dans votre offre, avec cette partie conseil très forte en corporate, et internalisé. Est-ce que vous pensez que ça va vous empêcher d'être dans le systématisme des appels d'offres qu'a souligné Bertrand Biard tout à l'heure? Non, on est comme tout le monde. Je suis très très modeste par rapport à ce qui se passe sur le marché et aux convictions que je peux avoir. On traverse un moment difficile je réagis aussi en fonction des expériences que je vis. Je suis effectivement très convaincue que la dimension conseil est essentielle. Après on verra. Pas de certitude. Pas de certitude. Si demain je suis un client et que je viens pour voir pour un événement grand public, vous êtes capable de le sortir aussi, d'imaginer des choses. Alors ils viennent de plus en plus, parce qu'effectivement notre filiation avec Australie fait sens, et ils sont accueillis les bras ouverts. On travaille de plus en plus sur ces événements-là. En revanche, on déploie la même approche. C'est-à-dire que pour nous, c'est du contenu, c'est du message en fait que l'on déploie aussi au grand public. Donc ça participe du même travail d'analyse de ce qu'est une marque et ce qu'elle veut raconter. Le public est le même, le public est différent, pardon, mais le process est le même. Donc oui, et d'ailleurs assez étonnamment, on a plutôt des très bons résultats sur les événements grand public, parce que justement notre façon de passer au tamis les briefs avec cette obsession du message les trouble, et du coup les séduit pas mal. Comment vous recevez, avant de passer à Franck, comment vous recevez vous les 3-4 grandes tendances qui se dégagent de l'étude Limelight? Est-ce que vous dites j'ai raison de positionner mon agence comme ça et d'avoir cette stratégie-là? Rien n'est sûr, voyons ce qui peut se passer, ou ça conforte un certain nombre d'options que j'ai prises? Non, ça conforte un certain nombre d'options que j'ai prises. Encore une fois, je ne vais pas refaire le discours sur le conseil, mais je pense que c'est là aussi où il y a de la valeur ajoutée. Et il y a encore une place, en fait, entre agences de communication corporate pure player et nous, parce que c'est vrai que nous, on a à la fois cette capacité de raconter des histoires, on le fait quotidiennement à travers nos événements, mais on a aussi cette capacité à les inscrire dans le temps. Et c'est vrai que face à un pure player de la communication et du conseil, on a aussi une vision très pragmatique. Ça, c'est lié à l'événementiel. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas des consultants, on n'a pas des discours de consultants, on n'a pas, parfois, les annonceurs nous racontent qu'ils sont un peu pris dans une espèce de discours un peu verbeux. C'est pas du tout notre approche. C'est-à-dire que nous, on recentre vraiment sur des choses concrètes, utiles, pratiques, et en sachant très bien les dire ou les mettre en scène, en tout cas. Voilà. Merci de ces explications sur le positionnement de Denise en Australie. Alors là, on change de dimension. Publicis, 3e groupe de communication mondiale.
si je me trompe d'ailleurs, c'est ça, troisième. Comment l'événementiel a réussi à s'imposer, c'est pas le terme, mais en tout cas à devenir une offre complémentaire d'un grand groupe comme Publicis. Bon, autant vous dire que quand on voit ce qui est devenu DDB Live, donc un autre, voilà, ou ce qui est devenu Prodeo chez Young & Rubicam, on peut avoir une certaine inquiétude quand même sur et l'existence et l'émergence de la partie événementielle dans un grand groupe comme Publicis. Bonjour à toutes et à tous. Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, au contraire, parce que d'abord, je voudrais juste un petit mot circonstancié avec ce qui s'est passé ces quelques semaines. Je pense que c'est une réflexion personnelle, mais je me suis dit, je voulais vous le dire avant d'entamer la discussion sur le sujet. Je pense que notre secteur va être profondément modifié par rapport à ce qui s'est passé. Ce n'est pas le sujet du débat d'aujourd'hui. Mais mon sentiment, c'est que notre approche, et notamment en matière d'événementiel, et on le voit dans tous les secteurs qui sont proches d'une autre, je pense notamment au tourisme, etc., cette approche-là va être totalement modifiée et nos stratégies événementielles vont sans doute subir des conséquences fortes en matière d'organisation. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui soit momentané. Je pense que ça va être durable, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a connu des crises et on est encore dans une crise économique, et on sait que c'est ponctuel parce que c'est par cycle. Mais là, ce qui s'est passé là, mon sentiment, c'est que ça va totalement bouleverser sur le long terme nos événements, l'organisation de nos événements. Et je voulais faire cette parenthèse-là parce que je pense que ce n'est pas anodin dans l'organisation qu'on a à avoir pour la suite de tout ce qu'on aura à effectuer et réaliser. Alors, excusez-moi, j'interviens juste 2 secondes. Alors certainement, maintenant, je pense que ces événements ont aussi démontrer combien on a besoin de se rassembler, combien on a besoin du sens du collectif et pas de l'individualisme. Et effectivement, il y a tout ça à matcher, mais honnêtement, je pense que le vivre ensemble et l'être ensemble va être de plus en plus prégnant. Bien sûr, tout à fait. C'est 2 événements qui ont été attaqués. Hein. Un concert, un match de foot, c'est 2 événements. C'est l'essence même de vos métiers. C'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse et penser bien évidemment à tous ceux qui ont été touchés dans notre grande famille, comme vous disiez tout à l'heure, mais on a malheureusement été touchés particulièrement. Mais au-delà de ça, je insistais sur le mot organisation, c'est notamment en matière d'organisation, et bien sûr qu'il faut continuer à vivre, et la meilleure des luttes contre tout ça, c'est de vivre et continuer à faire nos événements. Alors, pour répondre à vos 2 questions, en fin de compte, la première, c'est de dire, est-ce qu'on arrive à vivre dans l'événementiel dans un grand groupe? Oui, parce qu'on a en fin de compte une moyenne agence dans un grand groupe. Donc ça a à la fois 2 avantages. Ça a l'avantage d'être souple, parce que Publicis Events a beaucoup investi dans la création, parce qu'il y a plus de 10 salariés qui font que de la création événementielle. Donc ça, c'est un atout, et ça recoupe l'étude intéressante d'Amaury sur le fait qu'on voit bien quand même qu'un des critères de jugement de notre métier, c'est quand même la créativité. Parce que sur le reste, on doit avoir 150% de réussite. Donc on nous attend là-dessus, donc je pense que ça c'est important. Et deuxième chose, c'est vrai que le contenu, on en a beaucoup parlé ces dernières années, ces derniers mois, c'est important, mais le fait est, c'est que nous, on a un avantage, c'est qu'on est une agence moyenne dans un grand groupe qui fait énormément de contenu, parce qu'ils sont producteurs de contenu, parce que Publicis est producteur de contenu. Et le fait est, c'est qu'on a fait à la fois pour Publicis Events un rapprochement géographique, avec Publicis Consultant. Moi, comme vous le voyez, je cumule les 2 fonctions et c'est important parce que c'était aussi l'idée, pas du tout de vouloir faire disparaître l'un ou l'autre, mais justement d'essayer de faire travailler des équipes, je dirais bilingues, comme on dit un peu chez nous, c'est-à-dire à la fois des gens qui font beaucoup de contenu, des gens qui font de l'événementiel et d'autres personnes, même parfois des publicitaires de chez Publicis Conseil ou Marcel ou autres. Donc toute l'idée, c'était de rapprocher toutes ces structures pour pouvoir répondre au mieux aux clients et bien évidemment à sa demande qui est permanente d'avoir une grande commode avec plein de tiroirs. Et je pense que cette tendance-là qu'on a effectuée, on le voit bien dans nos résultats, on le voit bien aussi dans notre contact client, elle est très utile parce que parfois le client il arrive avec une idée événementielle et puis au bout du bout, on s'aperçoit que c'est plus un événement à forte connotation digitale et donc du même coup, c'est vrai que la force du digital, on a plus de 40 personnes dans notre bâtiment où on est qui s'occupent que du digital chez Publicis, rue Feydeau. Et donc, immédiatement, on a cette offre-là qui est opérationnelle.
Donc je pense que ça a été une utilité. C'est pas pour ça que chacun ne garde pas son identité. Nous, notre signature pour Publicis 7, c'est l'agence qui a quelque chose à dire. Donc on revendique bien évidemment notre positionnement à la fois au sein du groupe, mais au sein du marché. Mais c'était essentiel ce rapprochement, et ça s'est traduit ces dernières semaines par la nomination d'Arthur Sadoun, que vous connaissez sans doute, qui était à la tête de Publicis Worldwide, aussi à la tête d'MSL. MSL étant le groupe de PR, de groupe Publicis, qui regroupe l'ensemble des agences en France et dans le monde sur l'event et sur les PR. Donc cette forte recentralisation était indispensable dans nos métiers, et c'est bien ce qu'on a ressenti ces derniers mois, ces dernières années, de la part de nos clients. Donc une intégration de l'événement au centre de l'ensemble de l'offre de communication du groupe. Mais pour donner une idée, quelle est votre part d'indépendance et est-ce que vous dépendez aussi beaucoup du groupe? Enfin, en gros, dans votre activité aujourd'hui, qu'est-ce qui vient du groupe et qu'est-ce que vous générez seul? C'est très simple, et ça prouve qu'on a une marge de progression encore formidable. C'est qu'entre 80 et 90% de notre business ne vient pas du groupe, contrairement à d'autres concurrents. Donc on est très autonome. On est très autonome financièrement. On est très autonome commercialement. C'est-à-dire que on se débrouille par nous-mêmes pour réussir à gagner des compétitions, et qui ne sont pas toujours des clients de Publicis, qui sont même en grande partie pas des clients du groupe Publicis. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu rapprocher en termes de fonctionnement toutes les agences, pour permettre justement que ce 80% puisse peut-être un petit peu réduire et puisse arriver à 50%, et qu'on puisse bien évidemment bénéficier aussi de la compétence de l'ensemble des entreprises et des clients que le groupe, avec lequel travaille le groupe, notamment avec lequel travaille Publicis Conseil, avec lequel travaille Marcel. Je pense là au groupe publicitaire, mais je peux penser aussi à Digitas ou à Zenith Optimedia, qui s'occupent de l'achat d'espace. Mais je ne comprends pas, quand vous dites on est très autonome, et en disant, effectivement, un certain nombre de filiales de grands groupes, j'en citerai pas, mais font effectivement 90% de leur activité en lien avec le groupe. Mais est-ce que ce n'est pas le signe très fort d'une intégration totale de l'outil événementiel dans l'offre globale à l'inverse, est-ce que vous, à force d'être isolé, est-ce que vous n'allez pas être écarté de l'offre? C'est pour ça qu'on s'est rapproché et qu'on a voulu faire ça. C'est-à-dire à la fois. Ça veut dire qu'il y a un enjeu chez vous. Il y a un enjeu chez nous qui est très fort de pouvoir augmenter ce portefeuille client interne, je dirais, parce qu'on voit bien qu'on a encore un potentiel énorme. Alors, ce qui à la fois nous réconforte, parce que ça veut dire qu'on arrive à se débrouiller tout seul et que maintenant on peut se débrouiller en famille. Mais je pense que ce challenge-là, il est indispensable, parce que nos clients, je dirais qu'il y a une tendance qui a un petit peu évolué. À un moment donné, il y a 6-7 ans, on voyait qu'on ne mettait pas tous nos yeux dans le même panier quand on était annonceur. On donnait les événements à une agence, on allait donner l'achat d'espace à une autre, on allait donner éventuellement le digital à une troisième, etc. Et ces derniers mois, ces dernières années, on s'est aperçu qu'il y a quand même un recentrage de la demande du client, en disant attendez, moi je me suis dispersé, je ne vais peut-être pas continuer à me disperser comme ça. Consolidation budgétaire. Et bien sûr, c'est dû à la fois aux achats, c'est dû à la pression financière. Et du même coup, nos annonceurs, nos clients nous disent bon, allez, attendez, vous avez la pub, essayez de concevoir aussi un événement, étant donné que vous connaissez bien notre marque, vous connaissez bien notre stratégie, etc. Donc, ce recentrage-là, on le voit de plus en plus chez nos clients, et donc on doit apporter une réponse à ça, et cette réponse, c'est ça. Et je pense que c'était indispensable dans les mois à venir, parce qu'on voit bien que cette tendance ne fait que de converger. Est-ce que vous, qui n'êtes pas un homme de l'événementiel, enfin si d'ailleurs vous êtes un homme de l'événementiel, oui, excusez-moi. Mon premier métier, c'était ça. J'avais oublié, non, excusez-moi, je m'excuse platement. Est-ce que vous avez vu une évolution dans la demande des clients? Justement, est-ce que vous parliez tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui il y a peut-être un recentrage de la globalité des budgets communication vers une structure qui pourrait accompagner sur l'ensemble des outils? Est-ce qu'il y a d'autres types de tendances que vous remarquez aujourd'hui et qui permettraient aux agences événementielles d'espérer un avenir meilleur, parce qu'elles souffrent, il faut le dire. Oui, non, mais il y a quelque chose, les professionnels l'ont constaté. C'est un peu le terme à la mode dans le cadre de la COP21, mais je dirais qu'on veut des événements durables. Et l'annonceur, le client, veut des événements durables. C'est-à-dire que
il ne paye pas pour le jour J. Il veut qu'en amont, cet événement commence à durer et continue à durer après son exécution. Et ça, c'est bien évidemment là aussi l'investissement financier dans de telles réalisations, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Il veut une rentabilité beaucoup plus forte. Et cette rentabilité, elle peut s'appuyer notamment sur toutes les stratégies digitales qu'on peut mettre en place. Moi, je vois l'année prochaine, on travaille à la fois pour deux gros clients, l'un Michelin et l'autre AXA. Et ils nous ont demandé, bien évidemment, d'organiser l'événement eux-mêmes. Ça, c'est normal, ça dure 2-3 jours à chaque fois. Mais que cet événement dure dans le temps. Et si vous n'arrivez pas à le faire, c'est parce que vous n'utilisez pas notamment tous les outils digitaux qui sont à notre disposition et qui évoluent à une vitesse hallucinante. Donc ça, vous avez ça sous la main dans un groupe comme Publicis. Mais bien sûr, parce que je vous dis, comme on a en plus notre structure e-réputation chez Publicis Consultants, comme on a une structure de veille digitale chez Publicis Consultants, c'est l'étage au-dessus, donc c'est juste à côté, ça nous permet d'absorber facilement et rapidement tous ces gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi en moyenne, parce qu'en général, ce sont de brillants et jeunes collaborateurs. Mais au-delà de ça, vous apercevez que tous ces outils-là sont très importants et je vois par exemple le même événement qu'on a fait l'année dernière et qu'on va refaire l'année prochaine. Il y a eu en un an des techniques pour permettre que cet événement dure dans le temps qui sont complètement révolutionnaires et qui ont complètement changé l'approche. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que ça, c'est un outil, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans nos métiers. Alors, bien évidemment... L'association naturelle entre l'événementiel et le digital, quoi. On en a parlé. C'est même pas... Ça va devenir totalement intégré, mais on est encore dans la phase de transformation et je dirais de changement de contexte. Mais on le voit bien maintenant, ça, c'est un élément qui va être indispensable dans les semaines et les mois à venir et que le client aura totalement intégré dans sa demande. Donc ça, par exemple, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte immédiatement. Un mot sur l'international. Les réseaux événementiels aujourd'hui, qu'ils soient dans les grands groupes ou pas, ont du mal à se développer à l'international. Il y a des vraies problématiques, à part MCI, qui a encore deux métiers, qui a un métier d'association de management, mais de l'autre de l'événementiel. À part eux qui sont présents dans 26 pays, une trentaine de... Aucun réseau international n'a réussi à se développer digne de ce nom. Pourquoi les groupes qui étaient totalement légitimes, puisque vous êtes présents dans multiples pays, n'ont pas réussi à initier des solutions internationales événementielles? Alors, Lionel, vous avez raison sur deux points. D'abord, la créativité événementielle française est tout à fait reconnue à l'étranger. Et je dirais qu'on a une particularité en la matière, c'est que la création événementielle française est un atout formidable dans nombre de pays. Et ça, c'est indiscutable. Et quelles que soient les agences, petites, moyennes ou grandes, vous vous apercevez qu'à l'étranger, on a une reconnaissance très forte. Alors maintenant, ça dépend aussi de l'organisation des uns ou des autres. Publicis a fait le choix, il y a quelques années, et à juste titre, de racheter un groupe qui s'appelle MSL, qui était un groupe américain, qui était spécialisé dans l'événementiel et les PR. Ce groupe-là nous a permis d'être présents dans 84 pays, d'avoir 84 bureaux plutôt, dans près d'une centaine de pays à travers le monde. Et donc du même coup, chacun fait de l'événementiel dans sa structure MSL qui appartient à Publicis bien sûr, et fait sa structure. Nous, ça nous a permis de pouvoir faire plus facilement des événements pour des entreprises françaises à l'étranger, parce qu'on s'appuie bien évidemment sur leur connaissance du terrain, et ce sont des vraies agences, hein, c'est pas deux personnes qui travaillent. Aux États-Unis, à New York, ils sont 250, et ils sont aussi présents dans d'autres villes américaines et sur plusieurs continents. Là, on est en train de travailler en ce moment sur un gros projet pour l'année prochaine à Shanghai, et on s'appuie énormément sur leur connaissance digitale, notamment de MSL Shanghai, qui est une petite agence de quand même 280 personnes, de salariés, parce qu'au-delà de ça, il y a beaucoup autour. Mais donc c'est une puissance de feu qui nous aide beaucoup. Mais je dirais qu'ils gardent leur identité chinoise, ils gardent leur identité américaine. Pour l'instant, on n'a pas su imposer notre créativité française à ces agences-là, à ces filiales-là. Alors ça, c'est un travail. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on a une présence, mais cette présence-là, elle est pour l'instant très territorialisée. Pas forcément en termes de créativité, ne serait-ce que d'aller vendre un réseau événementiel mondial à une entreprise qui elle-même est présente dans de multiples pays. Moi, je connais tout un tas d'annonceurs pour lesquels j'interviens qui disent
c'est un véritable manque dans ma stratégie aujourd'hui que personne n'est capable aujourd'hui d'assumer sur l'ensemble des pays sur lesquels je suis présent une fonction d'accompagnement événementiel de ma stratégie. Bah, écoutez, qu'ils viennent nous voir parce que nous, on travaille pour l'année prochaine, par exemple, pour un grand groupe français et on va travailler sur 5 pays en même temps. Événementiel et uniquement événementiel. Donc non, je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir faire ça, bien évidemment, parce qu'il faut avoir un gros réseau. Hein, et il y a même des agences qui ont essayé d'avoir non, mais quelques correspondants. Même dans vos grands groupes, c'est pas, mais maintenant, il y a pas culturel, il n'y a pas de culture là, de ça. S'il y a plus de fluidité, il n'y en avait pas beaucoup, je pense, il y a quelques années encore. Il y a plus de fluidité parce que nos groupes deviennent plus internationaux, parce que tout simplement nos collaborateurs sont très facilement bilingues, si ce n'est trilingues, etc. C'est aussi un travail qui est fait au fur et à mesure du temps. Hein, et on le voit bien. Je veux vous prendre un autre métier, qui est le métier du digital chez Publicis. Le métier du digital chez Publicis, il est totalement international. Vous me dire heureusement, mais il est totalement international. Ils travaillent tous ensemble, en réseau, etc. Mais l'événementiel, c'est plus lourd. Parce que, bien sûr, vous connaissez tous ces métiers qu'on a autour de l'événement. Et donc, ils s'internationalisent plus difficilement. Merci Franck de cette intervention. On retourne à une petite agence qui ne fait pas partie d'un groupe ou d'un groupe événementiel, mais... donc voilà, une nouvelle création. Vous êtes une jeune agence, même si les gens qui l'ont fondée, et toi en premier, Philippe, vous avez quand même une grande histoire dans une belle culture événementielle. Qu'est-ce que toi, quand tu as réfléchi à la création de ce nouveau projet, de cette nouvelle aventure entrepreneuriale, sur quel fondement, quelle tendance chez tes clients quelle évolution chez tes clients t'a permis aujourd'hui de prendre la direction que tu vas nous présenter? Qu'est-ce qui a bougé chez tes clients? La sensation qu'on avait et qu'on n'a pas forcément retrouvée, mais on en parlait tout à l'heure avec les gens de Limelight, c'est que nous, la sensation qu'on avait, moi ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier, c'est que l'événementiel corporate, que je sépare de l'événement d'image. L'événementiel corporate était un événementiel qui est devenu une contrainte pour les annonceurs. C'est une contrainte, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, je me souviens, quand on faisait ce métier, on avait directement accès aux dirigeants. Et on parlait d'innovation, on pouvait leur proposer, on pouvait être à l'écoute de leurs problématiques, de leur stratégie, de leur vision. Ils nous la transmettaient. Et là, on pouvait être proche de la proposition de valeur et de la création de valeur qu'on pouvait leur apporter. Et non pas de valeur ajoutée, mais de valeur apportée. Et aujourd'hui, on est passé dans une notion de valeur ajoutée, puis de valeur apportée. Donc il y a une nécessité, quand on a recréé l'agence, de passer dans cette notion de valeur apportée, non plus de valeur ajoutée. Valeur ajoutée, c'est trouver un lieu, trouver un prestataire, trouver une idée, un concept. Non, c'est quelle est la problématique, quels sont les engagements, quels sont les freins que vous avez, quels sont les besoins que vous avez, et sur quels critères. Et j'adhère à ce que vous dites sur la logique de amont, aval. Nous, c'est avant, pendant et après. C'est comment on va embarquer l'engagement qu'on va demander aux collaborateurs dans cette logique. Donc ça veut dire que tu disais, avant on avait accès aux managers et aux dirigeants d'entreprise, et aujourd'hui on n'a plus forcément ces gens-là en face de nous, on n'a plus ceux qui décident de la stratégie en face de nous. Oui, c'est exactement ça. Alors après, il y a une question de taille, de structure, mais il est clair, on a lancé un avion pour Falcon, pour Dassault, on a lancé un Falcon il y a quelques temps, il y a 1 an à peu près. On n'a jamais présenté notre proposition, on est en appel d'offres, on l'a gagné, on l'a produit. Donc c'est un événement pur d'image, mais on n'a jamais présenté, on n'a jamais pitché devant la direction générale. On a des intervenants qui sont mis et qui sont des gens de valeur, sauf que la problématique de l'histoire qu'on voulait raconter autour de cet avion, on a dû essayer de le comprendre par rapport à ce qui nous était transmis. Et on n'a jamais eu accès aux décideurs. Donc c'est une vraie problématique qu'on a eu à gérer et qui a été un des moteurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fragmentation aujourd'hui de la chaîne de valeur de notre métier. Et c'est une vraie problématique parce que globalement, quand un annonceur investit 100 000 € sur un événement, il y a globalement 70% du budget qui vont, et je ne le critique pas, c'est un constat, hein, qui vont à la logistique, qui vont à l'environnement, le déplacement, l'hébergement, la restauration. Mais on n'a pas encore commencé à passer le moindre message. Et l'objectif d'un événement, en corporate, encore une fois, c'est de faire passer et activer et embarquer les collaborateurs. Donc c'est une vraie problématique. Et donc c'était un des aspects qui nous a animés. Après, il y a une prise en compte d'aujourd'hui de différentes évolutions. Et je suis d'accord avec vous, on va vivre encore une fois, l'actualité va faire qu'on va devoir encore repartir d'une feuille blanche. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux codes de communication, il y a des nouveaux états d'esprit managériaux
pas forcément dans les dirigeants, mais dans les équipes qu'on a à mobiliser, dans les collaborateurs qu'on a activés. Et il y a des nouveaux modes d'interaction. Là, on est là depuis exactement 1h05. J'ai reçu 6 propositions de mise en contact sur LinkedIn de gens qui doivent être là. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que l'interactivité, elle est constante. Donc, et c'est à prendre en compte. Et donc ça, il y a aujourd'hui une nécessité de faire différemment. Sinon, on va mourir. C'est aussi ça, c'est le constat qu'on a eu. On va mourir. Et donc aujourd'hui, la chaîne de valeur, c'est dire qu'on peut avoir des demandes de départements événementiels ou de demandes événementielles, mais la réponse n'est plus forcément un événement. Et donc notre réponse aujourd'hui est dans le positionnement, on essaie de dire, on va pas raconter comme les autres agences, parce que globalement, on ne peut pas dire qu'on est plus créatif, on ne peut pas dire qu'on est plus gros, qu'on est moins gros, qu'on est moins cher. On ne peut pas dire qu'on a un meilleur suivi. Qui est l'agence qui va dire qu'il a le meilleur suivi? C'est une fois qu'on a travaillé avec le client qu'on sait qu'il y a un bon suivi. Donc la chaîne de valeur, elle est vraiment faible. Donc il faut avoir un positionnement différent. Donc on a eu une approche de communication en se focalisant sur les cibles et non pas sur l'émetteur. L'émetteur, on sait tous les gérer. On a tous, c'est la force qu'on a, nous, en tant qu'agence de communication, événementielle, peu importe le terme qu'on nous donne, c'est qu'on sait décrypter les besoins. Après, c'est comment on va activer nos cibles. Donc ça veut dire que toi, tu dis, je suis d'une culture événementielle, ça m'a ouvert énormément de liens avec l'ensemble des directions opérationnelles des entreprises, alors que les spécialistes de la com ou de la pub n'avaient qu'un interlocuteur en interne. L'événementiel fait, enfin, la structure de l'entreprise fait qu'aujourd'hui, toute direction opérationnelle est susceptible d'organiser un événement à destination de l'interne, de ses clients, etc., etc. Et que donc, toi, tu te dis, moi, de culture événementielle, j'élargis mes problématiques pour arriver à des problématiques globales de communication. En tout cas, je sais les gérer et je le fais avec ma culture d'événement, c'est-à-dire en essayant d'événementialiser la communication. Aujourd'hui, ce n'est pas les gros contre les petits, c'est les rapides contre les lents. Déjà, ça peut paraître basique, mais c'est simple, mais c'est la réalité. Alors moi, j'ai passé 2 ans et demi dans un groupe qui s'appelle McKen Erickson. J'ai travaillé en plus au développement. Je voyais bien qui étaient nos interlocuteurs. On a une chance, on ne va pas mourir parce qu'on a une chance. On a une chance parce qu'aujourd'hui, on a une multitude d'interlocuteurs au quotidien. C'est-à-dire que oui, on a du market, on a de la com, on a du commercial, on a des directions générales quand tout se passe bien, mais en même temps, on a de la RH, on a de l'innovation, donc on a la direction innovation, direction RH, direction compliance, on a la direction formation, et les agences de com traditionnelles n'ont pas ces contacts-là au quotidien dans leur dispositif de besoin de communication. Alors, je ne parle même pas du rapport annuel, mais ça c'est un autre métier. Mais donc ça c'est une vraie force, et cette vraie force, on l'a. Donc capitalisons là-dessus. Et c'est vraiment une nécessité, c'est la chance qu'on a. C'est vraiment un des axes de développement qu'on a mis en place et ce qui nous a permis aujourd'hui dans notre développement, même si on est assez jeune, même si on a l'expérience et j'ai des collaborateurs magnifiques et qui font ce métier depuis des années, c'est qu'aujourd'hui, on est constamment, nous, obligés de faire des grands écarts. C'est-à-dire qu'entre le lancement d'un avion pour Falcon et on accompagne beaucoup les boîtes, les sociétés de conseil, ce qui est quand même hallucinant. On accompagne 3 Big Five du conseil sur comment amener et embarquer leurs 4700 collaborateurs, leurs 7000 collaborateurs, pour que leurs collaborateurs comprennent ce qu'ils font déjà. Et ce n'est pas l'événementiel. Le brief était un événement. On leur dit non, il ne faut pas faire un événement. Parce que faire un événement à 4700 personnes, c'est beaucoup d'argent. Un collaborateur, c'est 2500 €. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'ils ne vont pas être chez le client pendant 3 jours et on va les amener pendant 3 jours sur une destination. Donc, vous n'avez pas les moyens de vos ambitions. Trouvons des mécaniques. Et donc, voilà, c'est un grand écart au quotidien. Mais ça reste de la communication. C'est les mêmes mécaniques. La force qu'on a, c'est que les mécaniques qu'on a mis en place, les techniques qu'on a mis en place, qu'on a appris à mettre en place, le souci du détail, le souci de l'accompagnement, d'une notion de premium qu'on a mis en place dans l'événementiel, on l'applique dans des dispositifs qui ne sont plus que événementiels. Alors, on peut répondre à des événements, mais ce n'est pas forcément la seule solution et l'unique solution dans la Donc un élargissement de les compétences. Oui, un élargissement nécessaire. Mais alors en même temps, on est une jeune agence, donc on ne peut pas avoir toutes les compétences. On n'est pas. Alors comment tu fonctionnes justement? Tu n'as pas de salariés, tu n'as pas 15 000 salariés, un spécialiste digital ou 3, un planning stratégique ou 3. Enfin... Déjà, on n'a pas de planning stratégique, mais on a on est certes une jeune agence, on est à Paris, on est à Bruxelles. Déjà, on n'a pas de planning stratégique, pas encore, mais on a un sociologue et un philosophe de l'innovation. Déjà, de rentrer par cette dimension. Salarié, en salarié. Ah oui, ça, ouais, Sylvain, il est salarié. Ah oui, il est fabuleux. Il est bien meilleur que nous tous réunis, en tout cas dans l'agence. Oui, c'est une dimension. Pourquoi on le fait, comment on le fait, et c'est pas juste de la communication. Et alors après,
évidemment, on n'a pas toutes les compétences. Quand on accompagne des sociétés, des banques, ou quand on accompagne des sociétés comme de restauration qui sont dans une logique de transformation, on dit voilà, on est une banque, on va faire de la transformation digitale. Ouais, vous avez Internet? Oui, pas tous. Est-ce que vous avez du son sur vos ordinateurs? Non, pas tous. Est-ce que vous avez accès à Internet en haut débit? Non, on n'a pas le droit. Comment on fait? Eh bien, il faut les mobiliser. Donc, à un moment, il faut les faire réfléchir. Quand on voit une boîte d'assurance, je parlais après des partenaires, mais quand on voit une boîte d'assurance et qu'on leur dit « vous allez mourir », on est au CODIR, et on dit « vous allez mourir ». Vous savez pourquoi vous allez mourir? Vous avez fait quoi aujourd'hui au CODIR pour votre client? Vous, aujourd'hui, il y a les 15 qui sont là. Là, ils nous regardent. Est-ce que vous avez été à la centrale d'achat, centrale de réponse téléphonique? Vous avez fait quoi? Première problématique. T'es un violent, toi? Non, je ne suis pas un violent, on a des convictions. Et en même temps, on leur dit, mais derrière, quand Google va arriver avec la voiture, ils vont pas faire appel à vous pour les assurances. Ils auront une puissance financière bien meilleure que vous. Ils vont vendre un usage. Ils n'ont pas besoin de vous. Donc, comment on va faire pour les activer? Les activer, c'est de penser différemment. C'est de les amener dans une logique d'agilité qui ne sont pas dans ces grosses sociétés. Moi, je ne suis pas un bon en agilité. Donc, je vais chercher un partenaire dans un hub qu'on a mis en place. Voilà, c'est ça. Deux partenaires, et qui sont notamment la société Noda. Un écosystème de compétences. Oui, mais l'écosystème, c'est un mot à la mode. On parlait de 360 il y a 3 ans. Maintenant, on parle d'écosystème. Et c'est un écosystème où on n'est pas là. Je prends sa compétence, je dis que c'est nous qui l'avons, et puis je la revends pendant une marche cachée. Non, non, je les présente, ils répondent, ils font leur beurre, je fais mon beurre, et derrière, j'arriverai toujours à amener mon conseil derrière. Et donc cet écosystème, c'est une quinzaine de sociétés qui sont complémentaires, chacun est individuel. On n'est pas dans une logique d'EBITDA, parce que j'ai accompagné une chaîne sur des problématiques où chacun, dans des départements où on a beau tout avoir, sauf que quand chacun fait sa compétition dans l'EBITDA, derrière, la marge de la marge de la marge tue la marge. Et donc il y a cette logique de on accepte de travailler ensemble au bénéfice du message et au bénéfice des clients. Et c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui. Voilà, une option intéressante. Moi, j'ai l'impression à vous entendre tous, y compris Bertrand d'ailleurs dans son intervention vidéo tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a effectivement une culture événementielle forte qui vous anime au quotidien, mais que derrière, il y a une sorte d'élargissement vers un retour presque à ce qui peut être une agence de communication. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, c'est-à-dire de se dire l'événementiel a été un formidable vecteur de positionnement pendant 20 ans, on a appris notre métier, on a 100% de satisfaction sur la prod. Ça répond à une question d'ailleurs. La production, il y a une question, c'était l'avenir de l'agence est-elle dans la production? J'ai l'impression que les résultats répondent, mais vous allez pouvoir intervenir là-dedans. Il y a 100% de satisfaction là-dessus, donc il faut bien. C'est pour ça qu'on n'en parle pas d'ailleurs, vous n'en parlez pas. Donc derrière, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un retour, vous n'estimez pas, dans vos stratégies respectives et différentes, qu'il y a un retour de l'agence de communication? On part du brief, on le décrit, on le disrupte, on essaye de le malaxer dans tous les sens, et puis derrière, avec notre culture événementielle, mais pas que, on essaye de trouver le meilleur outil qui va répondre au brief. Béatrice? Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Le nombre de fois où on a reçu des briefs soi-disant événementiels qui au final n'étaient pas, la réponse n'était pas un événement, voilà, c'est de plus en plus fréquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problématiques sont... les clients nous demandent de répondre à plein de choses. L'événement est une espèce de médias un peu polymorphes qui peut accueillir, d'après eux, un certain nombre de réponses. Or, aujourd'hui, nous, on est tout à fait en capacité de dire ce n'est pas un événement qu'il vous faut. Mais c'est, voilà. Et du coup, d'où l'importance d'avoir cette capacité d'analyse stratégique. C'est de pouvoir, effectivement, comprendre, finalement, quel est véritablement le besoin, l'attente, et de pouvoir proposer des solutions. Et elles ne sont pas toutes événementielles. En quoi votre culture événementielle, de vous-même et de la marque aussi, peut-elle aider à la compréhension de ce brief, de ce cahier des charges, et être différenciant parce qu'en fait, à force que chacune des agences se dise j'ai une spécialité, mais que cette spécialité m'ouvre vers un champ de communication beaucoup plus large, la concurrence va être encore plus grande. Et qu'est-ce qui fait chez Denise en Australie l'originalité de l'offre ou l'originalité de la culture événementielle? C'est à nos clients de nous le dire, mais il y a une vraie honnêteté par rapport à l'analyse d'un brief. Ça, c'est sûr qu'on n'ira jamais sur un événement si on ne sent pas que c'est un événement qu'il faut. Donc on a cette honnêteté qui est
un marqueur de l'agence depuis 30 ans. Je crois que Denis & Co a une réputation sur le marché assez incroyable à ce niveau-là, et rare. Donc on l'a fait perdurer. Et puis il y a aussi ce métier de l'événement qui oblige, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, à être effectivement dans une rigueur, dans une précision, et puis dans savoir dire quand on ne sait pas faire aussi. Parce que sinon ça peut être très, très compliqué. Franck ? Moi, je pense qu'on est face à un phénomène qui est d'autant plus fort dans le monde de la communication, mais il existe aussi dans d'autres domaines. C'est très simple, c'est que les métiers qu'on fait aujourd'hui, moi quand je recrute des gens à l'agence, je dis, vous savez, le métier que vous faites aujourd'hui, vous ne le ferez pas dans 10 ans. Alors ça les effraie, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est fou ce gars. Mais pas du tout, c'est une réalité. C'est-à-dire que nos métiers évoluent tellement vite que bien sûr que le client, l'annonceur, va parfois partir sur des chemins qui ne sont pas les bons chemins parce que les métiers ont évolué énormément. Donc c'est à nous de le réorienter. Alors c'est ce qui fait, je ne sais pas de la publicité pro domo, mais c'est ce qui fait la force d'un groupe, c'est que du même coup, c'est vrai qu'on a tous les métiers. Je pense qu'il n'y a quasiment aucun métier qu'on n'a pas chez Publicis. J'ai même découvert il n'y a pas très longtemps qu'on faisait du placement de produits dans les films. Alors c'est l'agence, une agence qui est rattachée à Zenith Optimedia, mais Casablanca ça s'appelle. Mais au-delà de ça, voilà, donc à un moment donné, c'est normal parce que nos métiers évoluent très vite. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le digital. Dans le digital événementiel, je fais des propositions aujourd'hui, j'en ai fait une cette semaine, que je ne pouvais pas faire il y a encore 6 mois, qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, je prépare un événement sur 2017 et on a fait une grosse parenthèse avec un grand bloc blanc au milieu parce que techniquement, on va trouver quelque chose qui existera dans 1 an et demi et qui n'existe pas encore. Mais on sait que ça va marcher. Donc voilà, donc à partir vous êtes très fort, vous êtes un devin, Franck. C'est pas ça, c'est qu'on a des équipes qui nous disent attendez les gars, vous inquiétez pas, ça va exister, c'est évident. On a toutes les startups qui sont dessus, ils vont partir dessus, ils vont faire une proposition dans quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, donc on est vraiment dans des métiers qui évoluent totalement et nous on est embarqués dans ces métiers-là, bien évidemment, parce que vous imaginez que l'événementiel, bien qu'on soit très satisfaisant sur la production, il n'y a pas que ça. Et notre créativité, elle est liée aussi à toutes ces nouvelles technologies, elle est liée à tous ces nouveaux métiers, et donc on doit s'adapter à ça. Et c'est ça la difficulté. Donc parfois, on n'est pas bord à bord avec nos clients, parce que nos clients nous emmènent sur des chemins avec parfois des contextes qui sont un petit peu différents que ceux qui vont évoluer dans les mois et les années à venir. Mais les années, pour moi, c'est très loin déjà. Je dis les mois parce que dans la technicité événementielle, il y a des choses qui sont assez extraordinaires et qui n'existaient pas il y a encore 6 mois. Est-ce que, Philippe, tu assumes un positionnement d'agence de communication aujourd'hui voilà, est-ce que tu assumes encore l'agence événementielle? Il y a des moments, c'est difficile de nous définir. Quand on dit, vous avez 30 secondes tu pour sais nous très bien que les entreprises, elles adorent les cases. Ouais, en France, on nous met. Alors déjà, on a 2 problèmes en France. On nous met dans des cases et qui trop embrasse mal les trains. Donc à un moment, si on fait tout, on fait rien en réalité. Après, c'est juste une question d'approche. Nous, on est rentré par une approche de communication qui fait sens. Et à chaque fois qu'on la présente, ça match. Et derrière, on peut dérouler de l'événementiel, on peut dérouler un certain nombre de problématiques. Souvent, pour expliquer à mes enfants j'essaye de leur expliquer ce que je fais, c'est pas toujours très simple. Ça peut vendre de la magie. Hein. Papa, il connaît des super fées, il amène toujours des fées pour les anniversaires. Ouais, c'est en limite notre métier. Aujourd'hui, pendant des années, j'ai vendu des perceuses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous demandait des outils. On a besoin d'une perceuse. Non, mais attendez, on a besoin d'une perceuse pour porter un tableau. Est-ce qu'aujourd'hui, on vend une perceuse, on va continuer à vendre des perceuses, on va vendre un trou ou bien un support pour porter le tableau qui va permettre d'assurer une meilleure résonance? Donc oui, on est une agence de com, on est événementialiste, que disait tout à l'heure Bertrand, on événementialise la communication. Et je suis d'accord avec vous, ce que je fais aujourd'hui, notre positionnement, j'espère que dans 5 ans, on l'aura fait muter. Aujourd'hui, moi j'adore la compétition. Je ne dis pas qu'il ne faut plus de compétition, mais il y a un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, les annonceurs, on parle d'innovation. Mais c'est quoi l'innovation? Dès qu'il faut prendre de l'innovation, c'est prendre des risques. Prendre des risques, c'est s'exposer. Ils ne veulent pas finalement. Parce que quand l'opérateur il va aller voir la direction générale en disant « j'ai une super idée, mais ça peut ne pas fonctionner parce que dans 2 ans, on ne sait pas si ça fonctionne », mais jamais il prendra le risque de le faire. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est que les annonceurs, ils décident du quoi, ils décident du comment, et puis après, ils se disent, bah tiens, on va lancer une compétition pour trouver le qui et le combien. Ben non, ça suffit plus aujourd'hui. Il faut remonter. Il faut remonter dans cette chaîne. Et donc, oui, agence de com, peut-être, agence d'événements, je ne sais pas.
Peut-être même plus le terme agence, je n'en sais rien aujourd'hui. Ce que je rentre, moi, c'est sur une approche de communication. Après, agence, je n'ai pas la réponse. J'ai pas la Je réponse. retiens que tu n'en sais rien. Ah, j'en sais rien, j'en sais rien. Non, mais ça montre aussi l'état de votre réflexion aujourd'hui. C'est qu'on est quand même devant un champ d'incertitude. Vous l'avez rappelé avec les événements qui se passent. Voilà. Et le client dans tout ça, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que lui, dans cette forêt d'arbres aussi différents les uns que les autres, comment il fait son choix? Voilà, moi je suis un peu inquiet. Alors c'est vrai voilà, moi je vois apparaître des compétitions aujourd'hui où on met un graphiste avec une agence d'événements et derrière une agence digitale. Mais je n'ai pas l'impression que dans l'ensemble de ce que vous développez aujourd'hui, agence événementielle, vous aidez le client aujourd'hui à comprendre, un, ces problématiques, et deux, la manière dont vous êtes capable de les accompagner pour résoudre ces problématiques. Je me fais l'avocat du diable, hein, c'est mon métier. Si tu me permets, juste, le client, le problème, c'est qu'avant, tu pouvais faire une offre globale. Tu disais, voilà, je suis une agence événementielle, donc je sais faire ci, ça et ça. Bon, très bien. Aujourd'hui, c'est fini, on ne demande pas ça. On demande la plus grande adaptabilité par rapport à la demande de ton client. Et ton client, il va pouvoir avoir et demander des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pouvait espérer quand on était une agence événementielle il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il va te demander une dose d'événement, une dose de digital totalement intégrée dans l'événement, une dose de publicitaire peut-être ou de RP, etc. Il va avoir une offre totalement différente. Il va vouloir avoir une agence surtout qui s'adapte totalement à une offre variée. C'est évident. Parce que lui aussi, il ne sait pas comment ça va évoluer. Il ne sait pas que si tu fais ton événement dans 6 mois, ça n'aura rien à voir si tu le fais dans 3 semaines ou dans 2 ans, parce qu'on travaille sur des événements dans 2 ans. Et donc, du même coup, il demande cette adaptabilité. Moi, je pense que la première chose que je demande moi, à mes salariés, c'est d'être adaptable. Adaptable à la demande du client, adaptable aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, et avoir la plus grande culture générale pour pouvoir s'adapter à tout ça. Parce que on ne peut plus raisonner par cases. C'est terminé, c'est fini. On n'est plus en silo, c'est terminé et on le sait très bien. Donc maintenant, il faut être capable. Et moi, je vois bien, par exemple, alors là, c'est ma casquette consultant. On avait des gens qui faisaient des RP presse, des relations presse. On a des gens qui font du digital. Mais c'est fini. Maintenant, on prend des cadres qui sont bilingues. C'est-à-dire, ils font du digital et des RP presse. Ils font les deux, ils sont bons dans les deux. On ne peut pas se permettre de dire, alors, l'RP presse d'un côté, le digital de l'autre. C'est impossible. Et c'est exactement pareil pour l'événement. Il faut que des gens qui soient totalement adaptables par rapport à tous les métiers. Sinon, on va droit dans le mur. C'est une évidence. Béatrice ? Oui. Alors, l'adaptabilité, certes, mais c'est vrai que pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'adapter systématiquement au client. On a à conseiller le client. Enfin, je remets cette dimension conseil vraiment en tête de notre positionnement, parce que parfois les clients sont perdus. C'est pas facile aussi de vivre au quotidien une stratégie de boîte avec tout le court-termisme qu'il y a dans une société. Donc c'est vrai que plus on parle à nos clients, plus parfois ils savent ou ils savent pas. Et donc nous on n'est pas là pour répondre à une demande qui n'est pas forcément très claire, ni pour eux, ni pour nous. Mais on est aussi pour marquer un temps de pause, réfléchir ensemble. Et c'est là où les relations sur le long terme sont fondamentales avec les clients. Parce qu'à un moment, on ne comprend bien son client que si on le côtoie en permanence. Là, il y a un vrai défi. Là, Et ça, c'est un vrai défi parce qu'on est dans un métier d'immédiateté, quoi. Et c'est là où moi, j'ai vu casser cette relation ponctuelle, de compétition. C'est contre-productif pour notre métier. On est d'abord et avant tout un métier de conseil. Et le conseil, on peut être brillant un jour et puis perdre le fil. Et donc, du coup, 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, on est moins brillant. Voilà, parce qu'on a juste perdu le fil. Voilà, d'où cet intérêt d'être vraiment au long cours partie prenante dans les stratégies des entreprises et du coup, de pouvoir irriguer notre conseil de façon un peu plus pertinente. Il y a une question là que je trouve sympa. Faut-il réellement des nouvelles agences ou plutôt de nouveaux clients ? Amaury, vous avez peut-être un avis là-dessus ? Non, je pense qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé beaucoup d'adaptabilité, on a parlé beaucoup du métier de l'événement, mais toute agence confondue, compte tenu de la fragmentation des métiers, compte tenu des expertises qui sont revendiquées par les uns et par les autres, je pense qu'il y a un enjeu marketing qui est fondamental demain dans les agences, aussi bien sur le marketing de l'offre que sur le marketing de la vente, parce que si vous prenez
prendre un petit exemple, un budget fait dans une agence il y a 10 ans, un budget fait aujourd'hui, à part des lignes qui sont rajoutées, personne n'a revu sa structure de vente. Tout le monde met la même chose derrière le mot conseil. En tout cas, c'est ce que nous, on observe. Alors après, il y a peut-être des cas particuliers. Alors là, pour le coup, c'est là où le fait d'être intégré à un groupe publicitaire nous a quand même beaucoup... Enfin, moi, m'a conforté dans une de mes convictions, c'est que quand je suis arrivée chez Denis & Co, on vendait de la production, des coûts techniques en fait, de prod, de log. Et puis la partie rémunération homme, c'était parfois voilà, très minoré, voire un pourcentage. Pourcentage sur frais techniques, ça s'appelle honoraire agence. Et ça me choque, et on est responsable du fait aussi que les annonceurs nous prennent pour des faiseurs et pas pour des concepteurs, des créateurs d'idées. C'est que finalement, le temps homme et la valeur ajoutée de notre intervention n'était absolument pas valorisé. Donc ça change du merci, mais aujourd'hui, moi j'ai des devis. Il y a du boulot encore. Hein. Ouais, mais enfin. Vous partez de loin. Même. Enfin, les agences en général, pas vous. Voilà, on peut pas avoir un discours conseil et vendre. Bien sûr, et de la marge de prod, on est d'accord. Et du coup, on a adapté notre budget et on se coule dans ce que se font déjà les agences de publicité depuis des années, c'est-à-dire qu'on facture énormément de temps homme et c'est avec un profil associé, donc il n'y a pas hold-up. Et puis les annonceurs, ils voient très bien qu'ils travaillent au quotidien sur un dossier. Donc tout le temps homme est détaillé, on vend des coûts techniques en toute transparence, parce qu'aujourd'hui, il y a des services achats qui ont récupéré de nos anciens directeurs de prod et qui ne sont pas dupes, et il n'y a aucune raison que ça s'améliore. Et effectivement, on prend une commission pour maîtrise d'œuvre, qui est un pourcentage, sur ces coûts techniques, qui rémunère notre risque d'entrepreneur. Voilà, parce que quand on monte des gradins, quand on loue une salle, quand on fait travailler des dizaines de techniciens, on prend un risque. Et la structure de nos devis, elle est à l'image de ce qu'on veut faire passer de notre agence. Et ça, les annonceurs le comprennent et ils achètent. Je suis tout à fait d'accord. On a fait des conférences ensemble. En 2008, nous, on a arrêté les 15%, les 12%. J'en ai marre que les acheteurs nous disent, je suis désolé si vous êtes dans la salle, ils nous disent, oui, votre concurrent, il a 8%. Oui, il y a combien en marge cachée? Ils font 35%, ils sont en bourse. Arrêtez de... Moi, j'ai encore vu, de la part d'un grand réseau parmi les 10 meilleures agences françaises aujourd'hui, effectivement, les frais, les temps hommes apparaissent, directeur conseil, directeur d'agence, directeur conseil, chef de projet, et en face, il y a marqué offert. Je l'ai vu il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois. Le problème, c'est que derrière, on peut appeler des overheads, peu importe le terme, mais c'est du jour homme qu'on vend. Donc ça fait depuis 2008 que je vends que des jours hommes. Alors oui, c'est vrai que facialement, la partie elle est plus importante, mais c'est la réalité de ce qu'on gagne. Et c'est ce qui nous sauve, parce que derrière, et ça nous ramène dans la chaîne de valeur de remonter voir les dirigeants, parce qu'on est une boîte de conseil. Alors c'est pas juste le terme qui fait plaisir à ma mère parce que son fils il est directeur conseil, c'est pas ça. C'est qu'au-delà de ça, on amène vraiment du conseil. Quand on a un dirigeant d'entreprise qui est sur scène, c'est un moment important de sa vie, dans sa communication vis-à-vis de ses collaborateurs, et c'est un moment où on peut avoir un bad buzz, il peut tomber si on le conseille mal, et aujourd'hui on ne nous donne plus cet accès. Donc on vend ce jour homme d'accompagnement, et c'est une nécessité. Et c'est ce qui va nous sauver. Alors la vraie difficulté, c'est les services achats. C'est-à-dire que derrière, on a les services achats qui nous disent « remplissez une grille d'évaluation ». Et là, on a honoraires sur les achats, 12%. Et on dit « mais non, mais nous, on ne vend plus d'honoraires sur les achats. On fait comment ?» Ah si vous voulez répondre, il faut répondre dans les grilles. Et là, tu rechanges tout, et là, tu passes des nuits et des nuits à essayer de prendre tes chiffres et les faire collaborer avec leur tableau. Et j'essaie de donner des cours à l'école de Bordeaux. C'est un enfer. Ils sont formatés, 12%, 15%. Non. Des jours hommes. Faites-nous que des jours hommes. Vous le faites pour les agences de com. Faites-le pour nous. Ah oui, mais vous ne rentrez pas dans la grille. On ne répond pas alors. Est-ce que la solution, comme le dit cet intervenant, est-ce que la solution, les grands annonceurs rémunèrent leurs agences événementielles au temps passé et rémunèrent les prestataires en direct? Est-ce que c'est une solution? De plus en plus. Encore deux. Et ça ne vous embête pas, vous, dans votre modèle économique? Non, et puis ils demandent même à avoir les rétrocessions. Ils veulent même à récupérer les rétrocessions derrière, parce qu'ils savent que globalement, on peut avoir des rétrocessions. S'ils le veulent, très bien. Facialement, ça fait baisser quoi? Le chiffre d'affaires. Mais derrière, ça fait augmenter la rentabilité. Donc, moi, en tant que petit chef d'entreprise, j'ai pas de problème avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aucun sujet là-dessus. Au contraire, même, je dirais, ça permet justement de voir quelle est la plus-value d'une agence. Et pas la cacher derrière un chiffre d'affaires qui n'est pas toujours la réalité de nos métiers.
Un dernier mot, Amaury. Tu as eu le mot du début, je te donne le mot de la fin, sur justement la chance des agences d'événementiel à faire leur trou dans ce monde de la communication et à exister avec une vraie valeur ajoutée, celle du conseil, puisque même si les options prises sont différentes, bon, malheureusement, Bertrand aurait certainement pu apporter un peu plus d'eau au moulin. On aurait pu évoquer aussi le fait que vous avez vendu, vous, un événement propriétaire. Oui, moi, quand je suis arrivée chez Australie, il y avait un événement propriétaire. Alors, c'est pas moi qui ai décidé de le vendre, hein, il venait d'être vendu. Je ne suis pas convaincue du tout. Du modèle. Du modèle. Alors après, c'est un business model complètement différent. Dans mes vies antérieures, dans des grands groupes, je sais que ça ne gagne pas d'argent. D'ailleurs, on met toujours des équipes internes pour gérer les événements propriétaires parce que quelque part, on n'est pas en compta analytique et on estime que voilà, on va éviter de montrer qu'on perd de l'argent. C'est des événements qui fonctionnent vraiment différemment de notre métier. Alors moi, je me sens pas à l'aise là-dedans, mais très bien si d'autres le sentent. Mais c'est pas là. Enfin voilà, c'est un métier qui fonctionne avec des partenaires. Aujourd'hui, un partenaire qui met 10 000, 20 000, 50 000 sur la table. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, quand on se lance, c'est difficile de convaincre qu'on sait faire, que ça va marcher, que ça va leur apporter de la notoriété. Voilà, et parce qu'on met leur logo sur le... Voilà. Donc, toute la réflexion sur les partenariats, elle est compliquée. Trouver des gens qui savent faire, chez nous, il n'y en a pas. Et ensuite, une rentabilité avant de 3 ans, j'en ai jamais vu dans un événement propriétaire qui se lançait. Voilà. Bon, Bertrand n'est pas là pour nous répondre, mais ça sera en tout cas. Bonne chance. Hein, ça fera l'objet. C'est vrai que c'est un métier. Et vous avez le Women's Forum. Mais justement, et vous l'avez pris, il ne gagnait pas d'argent. Je ne sais pas s'il en gagne aujourd'hui. Mais... La réalité, c'est que c'est très simple. C'est que nous, on a un événement propriétaire que vous connaissez tous, qui est le Davos, et on en a fait une structure à part. C'est-à-dire qu'il y a Publicis Live qui fait le Davos. Et après, pour Publicis Evoque, on a quelques événements propriétaires, mais on n'attend pas ces événements-là pour faire du business, parce que sinon, on ne pourrait pas en vivre. Donc ça, c'est clair. Mais, alors c'est stratégique, ça permet du réseautage. Non, ça permet de la visibilité, d'abord, parce que c'est intéressant. Ça permet d'approcher différents annonceurs, ce qu'on n'a pas toujours quand on fait que de l'événementiel pur et dur, c'est ce qui est normal. Et puis, je ne veux pas vous dire, mais on travaille aussi sur quand même des événements propriétaires pour les mois à venir. Mais... on sait très bien que les modèles économiques sont très fragiles. Le Women's Forum, ce sont des modèles économiques. On l'avait racheté à Haute-de-Toin il y a quelques années et c'était pas en pleine forme. Et on a essayé de leur mettre d'aplomb. Il fonctionne bien, mais c'est pas une vache à lait, quoi. C'est pas une vache à lait aujourd'hui. Il y en a plus beaucoup dans les champs. Mais la réalité, c'est que c'est un fonctionnement qui est intéressant, qui a d'autres métiers, qui est un métier vraiment complètement à part. Et là-dessus, vous avez totalement raison. Et c'est la raison pour laquelle nous on a fait une structure à part. Donc Publicis Live fait le Davos, et les Davos, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'en Suisse, et s'occupe de ça. Et à partir de ce moment-là, quand vous en faites un client unique, là, ça fonctionne très bien. Mais vous ne pouvez pas faire ça, plus faire des événements corporate, plus faire des événements consumer, etc. etc. Ça, c'est pas possible. Amaury, le mot de la fin, donc justement sur la chance. Est-ce que toi, dans les études que tu vois en résumé, est-ce que tu estimes aujourd'hui que les agences événementielles, quelle que soit l'orientation stratégique qu'elles peuvent prendre, ont une vraie chance et un vrai rôle à jouer dans ce monde de la communication ? Alors oui, elles ont une vraie chance et un vrai rôle à jouer. On l'a vu dans l'étude, notamment sur la maîtrise des expertises. Il y a des expertises qui sont attendues, comme le social media, l'e-réputation, les RP, pour porter encore plus de coffres à un événement. Mais juste sur le nouveau modèle d'agence, et qu'il soit événementiel, publicitaire ou autre, je pense qu'encore une fois, au-delà du métier qu'on défend et du métier de base sur lequel on est, je pense que la réponse à laquelle la réponse qu'il faut apporter, c'est à quel besoin fondamental je réponds pour mes clients au quotidien, et c'est quoi l'histoire que je raconte. Encore une fois, on voit que les expertises de com, le contenu, le digital, l'événementiel, voilà, sont l'apanage de beaucoup d'agences. Des agences comme We Are Social font de l'événementiel, des agences comme Buzzman peuvent faire de l'événementiel. Donc, se définir comme une agence d'événement ne fait plus aujourd'hui, à mon sens, n'est pas l'avenir demain. Voilà. L'enjeu marketing, encore une fois, est fondamental. Merci à vous quatre de vos interventions. Vous avez aussi livré ce qui vous animait et les options que vous avez données à vos entreprises respectives. Je pense qu'aussi, on pourrait conclure là-dessus, que la richesse des propositions fait aussi la richesse du marché et ça permet aussi à chacun de s'y retrouver. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Je pense qu'on peut les applaudir de leurs interventions. J'espère que vous y avez puisé quelques éléments de réflexion.